C'est les Reims Radio, la radio préférée des Parisiens. Mais non, c'est Cannes, Cannes, la meilleure fréquence cannoise 91.9. Bonjour à tous et bienvenue sur les ondes de Les Reims Radio et sur Cannes Les Reims TV. Bonjour. Nous passons à la télévision maintenant désormais. Bonjour Loïs. Bonjour messieurs. Comment ça va ? Eh bien bien, écoutez. De retour pour une nouvelle émission ? Oui, avec une nouvelle interview comme d'habitude. Oh là là, toujours fidèle au poste Loïs. C'est ça. Alors effectivement, on va commencer par une interview, mais il n'y en aura pas qu'une au cours de cette émission qui va durer un peu plus d'une heure. On vous en dira plus évidemment par la suite. Ce que l'on peut déjà vous dire, c'est le sommaire de cette émission. Donc nous allons parler de jeux vidéo, nous allons parler de l'actualité culturelle et sportive, et on sait que le mois de mai est très riche à ce niveau-là sur la Côte d'Azur et à Cannes en particulier. Il y a un petit événement qui se passe en ce moment. Oui. Voilà, on va peut-être un petit peu en parler tout à l'heure. Il y a un autre événement sportif de renom qui va se dérouler en toute fin de semaine, également du côté de Monaco. Oui. Voilà. C'est vrai que ça va être très compliqué à deviner. Hein. On va parler d'écologie. Hein. Vous savez qu'actuellement, il est beaucoup question de sécheresse et d'appréhension liée à cet été, ce qui va se passer, puisqu'on manque un peu d'eau, même s'il pleut pas mal ces derniers jours. C'est le festival de Cannes, il pleut toujours pour... Exactement, voilà, fidèle à sa réputation. Et nous terminerons par un quiz de l'actu, un rendez-vous régulier de cette émission. Donc je vais essayer de vous piéger sur vos connaissances de l'actualité. Cette fois, on gagnera. Car vous êtes des étudiants en communication. Très bien. Alors on va tout de suite commencer par cette première rubrique. Donc une interview de deux invités qui sont ici présentes. Donc bonjour mesdames. Bonjour. Bonjour. Alors Louise, je vous laisse faire les présentations. Eh bien, ravi de vous avoir parmi nous sur Radio Les Reims. Est-ce que vous pourriez vous présenter rapidement ? Oui, et avec plaisir. Merci de nous recevoir, Loïs, sur le plateau de Radio Les Reims. Donc, je suis Andrea Carrasco, présidente et fondatrice de Lucky You, donc, qui est une start-up spécialisée dans le comité d'entreprise externalisé pour les TPE, les PME, en fait, afin de procurer tous les avantages d'un grand groupe. Donc, ça va être de la billetterie, des places de cinéma, des voyages, etc. Ok. Bonjour Loïs, je m'appelle Laura, je suis en alternance chez Andrea. Je suis chargée de partenariat chez Lucky You et ça fait quasiment presque un an que je suis Andrea dans son parcours. Pourquoi avoir choisi d'ouvrir un comité d'entreprise, Andrea ? D'où vous est venue cette idée ? Alors, dans mes expériences professionnelles précédentes, c'est vrai que j'ai pu travailler dans des TPE, des PME, mais aussi dans des grands groupes à l'international, et j'ai clairement vu la différence en termes d'avantages sociaux, et donc j'ai identifié plusieurs problématiques que rencontraient les dirigeants. Donc notamment des difficultés pour les TPE, les PME à recruter, les difficultés aussi parce que beaucoup de turnover dans ces sociétés, le manque de temps des dirigeants et le souhait de défiscaliser. Et j'ai donc choisi de créer un comité d'entreprise externalisé dédié pour ces TPE et PME, afin de vraiment de les mettre sur un pied d'égalité face aux plus grands groupes. Que finalement, quand un salarié a le choix de travailler soit dans un grand groupe, soit dans une TPE, qui se disent j'aurai les mêmes avantages dans les deux structures. Donc c'est une solution clé en main, sans aucune gestion pour le dirigeant. Et donc, le salarié vient s'identifier et bénéficie de toutes nos offres. Donc, ça permet de faire des économies sur tous les achats du quotidien. D'accord, donc finalement, on part vraiment du désir de contenter aussi bien le salarié que le dirigeant. Et du coup, comment ça se passe alors pour souscrire à Lucky You ? Est-ce qu'il vous faut un nombre d'employés spécifique, un statut particulier ou une localité précise ? Ou est-ce que n'importe quelle entreprise peut vous rejoindre ? Alors écoutez, n'importe quelle entreprise peut nous rejoindre, donc peu importe le nombre de salariés, donc dès un collaborateur, peu importe la localité, parce on travaille finalement avec des entreprises partout en France. Donc on fournit notre solution pour des indépendants, mais aussi pour des TPE et des plus grandes PME. Donc sur la Côte d'Azur et un peu partout. Alors pour souscrire finalement, c'est très simple. Donc on vient présenter la plateforme et tous nos avantages, donc sur la billetterie, la culture, les divertissements, les voyages.
Et donc ensuite, l'entreprise nous fournit un listing et sous une semaine, ils peuvent bénéficier de tous les avantages d'un grand CSE externalisé. Waouh, c'est génial du coup. Donc si je comprends bien, n'importe quel type de société peut bénéficier de vos avantages. Et pour devenir partenaire de Lucky You, alors comment ça se passe ? Est-ce que n'importe quelle société peut devenir votre partenaire ou est-ce que vous avez des critères spécifiques ? Alors justement, pour nos partenariats, on est dans une démarche qualitative et non quantitative par rapport à nos concurrents parce qu'on ne veut pas inonder la plateforme avec des offres qui ne sont pas pertinentes. Donc on a fait le choix de bien sélectionner nos partenaires, d'ailleurs avec Laura qui est ici parmi nous, qui est notre chargée de partenariat, et donc qui s'occupe de faire une bonne sélection de nos partenariats. En revanche, il n'y a pas de frais pour être référencé sur la plateforme. Donc, si jamais vous avez un commerce, une épicerie ou alors un service de toilettage, vraiment, on est vraiment axé sur les commerces de proximité et que vous souhaitez avoir de la visibilité sans frais, vous pouvez nous contacter. C'est super, finalement votre plateforme profite vraiment à tous, mais du coup j'imagine que développer un concept comme celui-ci n'a pas dû être simple, ce qui m'amène à me demander si vous avez rencontré des difficultés et si oui, lesquelles ? Alors, effectivement, c'est vrai que j'ai lancé Lucky You en mars 2020, donc autrement dit en pleine crise du Covid, donc c'est pas le moment le plus évident. Donc il y a eu, ça a été assez long pour lancer la plateforme, pour négocier tous les partenariats. Mais maintenant, on a dépassé le stade des 3 ans et on est super fiers de faire profiter à des milliers de salariés de tous nos avantages. Voilà, on organise aussi des team building sur mesure selon la taille et le budget de l'entreprise. Voilà, on a vraiment une solution avec une plateforme ergonomique, ludique. Donc on est vraiment très fiers d'avoir passé ce cap des 3 ans. Oui, je comprends. Créer une entreprise n'est pas de tout repos finalement. Effectivement. Et sinon, du coup, pour aller un peu plus en profondeur, j'ai eu la chance de venir visiter vos locaux et j'ai pu constater que vous avez recruté des alternants. Pourriez-vous nous en dire plus sur ce choix ? Effectivement, donc Laura aussi vous parlera un peu de ses missions au sein de Lucky You, mais ayant effectué un parcours, une partie donc en alternance durant mon parcours d'étudiante, j'ai vraiment eu la chance d'être baignée dans l'entreprise, d'avoir des missions concrètes et c'est ce que j'ai voulu transmettre aujourd'hui, donc en recrutant aussi des alternants pour leur permettre d'être sur le terrain. Et je pense que c'est une chance d'être dans une start-up en alternance parce que vous avez une polyvalence qui est très intéressante. Donc peut-être que Laura pourra nous en dire un peu plus. Je confirme tout à fait. Donc je suis chargée de partenariat, je m'occupe d'accompagner les partenaires, je m'occupe également de la plateforme pour faire la charte graphique des annonces ainsi que les rédiger. Je m'occupe aussi des newsletters, vraiment j'ai un poste sur mesure, donc c'est vraiment génial pour apprendre au quotidien et pour vraiment s'ancrer dans la vie de travail, ça veut rien dire. Et je coupe juste, vous dites que ça a été un poste sur mesure, c'est-à-dire que vous l'avez fait sur mesure, adapté à vos compétences et à votre profil, ou il était déjà prédéterminé et finalement vous êtes glissé dans ce poste-là ? Alors le poste chargé de partenariat était nécessaire, mais avec mes compétences et mon envie, ma motivation auprès d'Andrea, j'ai pu lui faire partager mes compétences en créant d'autres besoins, alimenter des besoins, missions, des missions pour que le Lucky You puisse encore plus s'épanouir. D'accord. Eh bien, en tant qu'alternante, je suis très touchée par vos réponses et j'espère vraiment que votre mentalité pourra déteindre sur d'autres entreprises. Et du coup, j'imagine que finalement, votre flexibilité fait la différence entre vous et vos concurrents. J'ai d'ailleurs pu constater que vous aviez pas mal de concurrence. Comment vous différenciez-vous ? Alors effectivement, on a de la flexibilité par rapport à des gros concurrents, donc c'est une force pour nous. Mais on est aussi sur un tarif accessible qui est à 60 € par an par collaborateur, ce qui fait du 5 € par mois, qui permet vraiment à toutes les entreprises, quelle que soit la taille, quel que soit le budget, de bénéficier de tous nos avantages. Donc voilà, c'est vraiment une solution clé en main qui est adaptée à tous et voilà, on a fait aussi le choix d'être dans une démarche de commerce local.
comme je vous le disais tout à l'heure. Donc on souhaite vraiment redynamiser le tissu économique local en étant dans les Alpes-Maritimes. Donc on a fait une rubrique spécifique sur la plateforme où les salariés peuvent faire des économies sur leurs achats du quotidien. Donc Laura qui s'en charge d'ailleurs quotidiennement d'aller contacter des épiceries fines, des toiletteurs, des courtiers en immobilier, mais aussi de faire des économies sur des supermarchés, etc. Voilà. Des chocolatiers. Ça permet de faire des économies sur des achats du quotidien. Donc c'est vraiment aussi notre force. Par rapport à nos concurrents, on est dans une démarche locale. D'accord, eh bien merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions et j'espère que votre entreprise aura un bel avenir. Je clôturerai juste avec une petite question. Si nos auditeurs veulent vous retrouver ou vous suivre sur les réseaux, où peuvent-ils aller ? Alors merci beaucoup Loïs en tout cas. Et alors ils peuvent nous retrouver donc sur le site lequillou.fr, LUCKYOU.fr ou sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, LinkedIn, lequillou, LUCKYOU-8CE. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. C'était bien, c'était concis comme d'habitude, Loïs, impeccable, métronome. On vous retrouve plus tard pour notamment le quiz de l'actu. Eh oui, je le prépare. Très bien. Et écoutez, on va tout de suite. On vous remercie évidemment d'être venus. Vous êtes de nouveau les bienvenus quand vous voulez. Vous repassez. Et on aime bien, comme on le dit chaque mois, faire un petit focus et offrir une tribune à tous les talents locaux et aux énergies entrepreneuriales de la région. Donc voilà, c'est un peu une démission aussi de ce média pour lequel nous travaillons. Donc c'est du gagnant-gagnant pour tout le monde en fait. Effectivement. Voilà. Je suis ravie d'être venue et je repasserai avec grand plaisir. On n'est pas très loin, on est sur Sophie Antipolis. Ah bah oui, effectivement, on est même quasiment voisins. Voilà. Parfait, écoutez, on vous souhaite une très bonne continuation, le meilleur pour la suite et puis peut-être à bientôt du coup. Merci beaucoup. À bientôt. Parfait, merci. On va tout de suite enchaîner avec une autre rubrique avec Camille. Camille qui elle aussi a mené déjà une interview puisque nous avions prévu 2 intervenants qui malheureusement n'étaient pas disponibles au moment où nous enregistrons cette émission. Par conséquent, cet enregistrement a été fait préalablement, donc hier dans nos locaux ailleurs, donc au lycée Bristol à Cannes. Alors qui sont ces personnes ? Juste pour les présenter, lancer le... Oui, bien sûr. Alors, j'ai reçu Éric Cheminot et Alexis Deville, 2 joueurs Smash Bros, qui est un jeu sur Switch qui reprend plusieurs personnages et notamment du monde de Mario. Et c'est des jeux de combat en 1v1, voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle du e-sport. Le e-sport, c'est un sport électronique, donc complètement des compétitions de jeux vidéo. Et on a pu en parler, discuter de qu'est-ce que l'e-sport, quel est l'intérêt du e-sport, quel est l'impact des plateformes, de la médiation, de la communication dans le développement de ces jeux vidéo et de ces compétitions qui se professionnalisent de plus en plus. Leur avis là-dessus, et étant donné que Eric est notamment un des acteurs de Azura Corporation, c'est lui qui s'occupe du développement, de la communication et des partenariats avec cette team e-sport qui se forme de plus en plus sur la scène azuréenne. Et moi, j'ai été très contente de les recevoir. J'ai eu de très bons retours de leur part. Donc, on est très heureux et j'ai hâte de vos retours et que vous puissiez les écouter. Mais bien sûr, et on les écoute tout de suite. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, en effet, on se retrouve pour cette nouvelle interview. Je suis en compagnie de Éric Cheminot et de Alexis Deville. Bonjour à tous les deux. Bonjour, bonjour à toi Camille. Salut Camille. Éric, tu es en master marketing, communication et tu es aussi commercial. Tu as beaucoup de casquettes pour le coup, puisque l'objet de notre rencontre, du coup, c'est l'e-sport. Tu en fais depuis 10 ans maintenant. C'est ça. Tu as fait de la compétition, notamment sur Smash Bros. Mais tu es aussi commentateur lors des tournois. C'est ça. Et tu es l'un des fondateurs de Azura Corporation. Alors, fondateur, c'est pas exactement ça. Je suis plutôt ambassadeur de l'équipe. C'est-à-dire qu'ils m'ont pris pour développer ensuite l'équipe. J'ai d'autres casquettes. J'ai aussi été créateur d'un tournoi. Enfin, de 2 tournois. Je vais en créer d'autres d'ailleurs. Et je suis aussi... je fais de la création de contenu. Donc, je suis journaliste sur la scène e-sportive Smash Bros. Toi, Alexis, tu es joueur. C'est ça. Joueur, on peut dire professionnel ? Non, pas encore. Pas encore ? Ouais, ça ne serait tardé. Combien de compétitions tu as à ton actif ?
J'ai fait à peu près, je dirais, une quinzaine de tournois. Ok, c'est déjà beaucoup, c'est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà bien. En vrai, dès mon arrivée dans le sud, en fait. Ah oui, dans le sud. Avant, ouais. tu étais où ? À Paris. J'étais côté Paris et j'ai dû faire 2 tournois à tout péter. Et après, j'ai pas aimé l'ambiance là-bas. Ah d'accord. Comment tu es arrivé dans cette activité-là que tu souhaites professionnaliser ? Comment tu as démarré sur cette scène et pourquoi Smash Bros ? Ouais, déjà Smash Bros c'est un jeu qui est accessible. C'est un jeu que beaucoup de personnes jouent ou du moins ont déjà entendu parler dans l'univers gaming. Moi j'y ai joué tout petit, le jeu est venu vers moi, j'ai l'esprit compétiteur étant donné que j'ai fait de la compétition sur beaucoup d'autres sports, donc football, tennis, hockey sur gazon, et j'avais besoin de m'exprimer sur ce jeu, donc progressivement je me suis inscrit à une convention. De cette convention j'ai fait quelques contacts qui m'ont amené à des tournois plus professionnels, puis plus professionnels, et ainsi de suite jusqu'à arriver à des tournois internationaux. Ça fait 10 ans que t'en fais. Ouais. Comment tu fais pour ne pas te lasser de ce jeu-là ? En fait, c'est comme dire à un footballeur, comment tu fais pour ne pas te lasser du football ? Ouais. C'est, en fait, tu découvres constamment quelque chose de nouveau, étant donné que, déjà, la richesse du jeu. La richesse du jeu fait qu'on a, en fait, beaucoup d'axes à aborder. Et en plus de ça, en fait, les joueurs apportent du renouveau à chaque fois. Et ça permet de faire vivre le jeu progressivement, plus le fait que la licence se renouvelle tous les 4-5 ans. Bon là on ne sait pas quand est-ce qu'elle va se renouveler la licence, mais voilà, on est sur le 5e opus. On est sur le 5e opus du jeu qui est sorti dans les années 90. D'accord. Alors pour nos auditeurs, du coup, le jeu se renouvelle, il y a plusieurs versions du jeu et à chaque fois, ils nous rajoutent des personnages ou des mondes, c'est ça ? C'est ça. Ok. Pour juste comme ça, vous jouez quel personnage ? Vas-y, commence. Moi, je joue le Joker de la licence Persona. Et moi, je joue Ness, qui est un personnage, un petit enfant qui a 13 ans, qui a une petite casquette et qui fait des pouvoirs télékinésistes. Pour revenir à Azura Corporation, c'est une scène qui est très active. Enfin, elle est très active sur la scène azuréenne. C'est ça. Et vous évoluez de plus en plus, vous recrutez de plus en plus. Et récemment, c'est Yorenzo qui a été intégré à l'équipe. Comment tu te lances dans cette carrière ? Comment tu fondes une équipe e-sport pour tous nos jeunes pour qui ce serait le rêve ? En fait, déjà, c'est comme fonder un business. C'est exactement la même chose. Il faut avoir une vision et un business derrière. Où est-ce qu'on va emmener l'équipe ? Dans notre cas, c'est 2 personnes, 2 Niçois, qui adorent l'e-sport et qui voulaient investir dedans, s'investir du temps et de l'argent dedans. Et qui sont venus me voir en me disant voilà Eric, on a besoin de développer notre structure, comment allons-nous aborder les choses. Donc je leur ai présenté différents plans d'axes en fait, pour faire évoluer la structure. Donc l'équipe, quand je dis structure, c'est une équipe comparable à une équipe locale, par exemple l'AS Cannes ou ce genre d'équipe. Pour le football, j'aime bien comparer le sportif et l'e-sportif. Et après, tu t'appliques ce que tu pourrais retrouver dans différents business. En fait, là, mon but, c'était de développer la scène lyonnaise. C'est-à-dire que c'est une scène qui est en dessous de Paris. Donc avec des joueurs qui sont accessibles, mais qui a un niveau qui se rapproche de Paris. Donc après avoir pris quelques Lyonnais et qui sont maintenant dans le top français, je me suis refocalisé ensuite dans le sud en créant des tournois et en ajoutant un créateur de contenu en plus moi, donc ça fait 2 créateurs de contenu, des tournois. Donc en fait on a 2 bases de fans qui sont à Lyon et dans la scène azuréenne. Tu parles de toute ton activité pour développer ces teams. Pour toi, en fait, quelle place a
la communication, même les plateformes à l'heure actuelle dans le développement de l'e-sport et son internationalisation, disons. Ouais, en fait, c'est une bonne question, ça, parce que il y a les résultats sportifs, mais aussi augmenter les fans, c'est super important. On va dire que sur le plan sportif, on n'est vraiment pas les meilleurs. On va dire que dans l'ordre des équipes, on doit être la 15e équipe en France. Par contre, sur le plan communicatif, on essaye d'être au plus proche des fans sur notre manière de communiquer. Donc, on s'est focalisé sur le réseau qui est Twitter, sur tout ce qui va être très technique. En fait, on sépare les différents réseaux en fonction de la catégorie. Par exemple, Instagram, qui est un peu plus tout public. Là, on va avoir beaucoup plus d'images de joueurs. Pour ce qui est des TikTok, ça va être des best-of. Donc voilà, en fait, on va utiliser tous ces réseaux en fait, pour montrer ce qu'on sait faire, ce qu'on peut faire, et pour attirer de plus en plus de personnes qui vont ensuite attirer de plus en plus de sponsors et ainsi de suite. Smash Bros, FIFA et NBA qui sont les jeux où vous constituez des teams, c'est des jeux qui se jouent en 1v1. C'est ça. C'est ça. Du coup, quel est l'intérêt en fait de former des teams et d'avoir comme Azura Corporation des groupes, et comment se passent les entraînements pour ce genre de joueurs? Ouais, en fait, c'est comparable aux sportifs. En fait, se regrouper, ça permet de créer des liens, ça permet de développer une exposition pour ces joueurs, que ce soit donc l'exposition sur le réseau, mais aussi financier, parce qu'on va leur apporter de l'argent pour qu'ils puissent se déplacer. La particularité de notre jeu Super Smash Bros, c'est qu'il n'y a pas de tournoi online. En fait, tout se fait en offline, donc en vrai. Donc forcément, c'est un budget et on doit maintenir ce budget pour que les joueurs puissent s'exprimer librement en fait, sur la scène. Et en fait, lorsqu'ils font des bons résultats, forcément, ça nous apporte plus de visibilité étant donné que ça crée du contenu. D'accord, très bien. Donc en fait, c'est un système un peu gagnant-gagnant. C'est-à-dire que on leur apporte, ils nous rapportent. Et progressivement, on augmente en fait notre fanbase en fait. J'ai pu lire durant mes recherches que Smash, c'était une scène qui était à la traîne par rapport aux autres scènes e-sport. Comment toi tu le ressens en fait dans ton activité, et comment en fait t'espères le développer ou... Ouais, pour ça il faut comprendre l'e-sport. L'e-sport, c'est comme le sport. Je vais revenir dessus dans toute l'interview, je suis désolé. En fait, il y a différentes catégories. Donc, il y a les FPS, donc les jeux de tir, par exemple, à la première personne, à la troisième personne. Il y a aussi les jeux de stratégie, les jeux de plateau, etc. Et Smash Bros est un jeu de combat, en fait. Donc déjà, ça, c'est une catégorie qui est à part. Parce que c'est du 1v1. Les gens aiment beaucoup les jeux d'équipe. Donc déjà, on perd en fait en popularité. Autre chose, on a le support qui est la Nintendo Switch, qui est la plateforme qu'on utilise pour jouer à notre jeu. C'est une console qui est très commune, mais malheureusement qui n'est pas adressée à l'e-sport à la base. Donc en fait, si on a envie de faire de l'e-sport, c'est presque, si on achète une Switch, c'est quasiment que pour Smash Bros. Donc déjà, en fait, on perd progressivement du nombre de joueurs, parce que la plupart des autres jeux se fait sur les PC en fait. Et dernier point, c'est l'éditeur qui s'appelle Nintendo, qui on va dire ne soutient pas l'e-sport, étant donné que leur but lorsqu'ils ont développé les jeux, notamment Super Smash Bros, c'était de s'adresser au tout public. Donc s'adresser au tout public, c'est éviter les tryharders, ceux qui jouent beaucoup au jeu, et le rendre plus familial. Donc en fait, tout ce qui est compétition, il y a zéro apport financier, tout le monde doit se débrouiller tout seul. Pendant un moment même, ils nous mettaient des bâtons dans les roues. Maintenant, ça s'est un peu arrangé, étant donné qu'ils ont vu notre professionnalisme, mais on a dû tout faire tout seul. Et pour le storytelling, on a tous, quasiment tous, du moins, commencer les tournois dans des genres parking, cave et autres trucs comme ça en fait. Voilà, une bande de passionnés qui ont créé une scène e-sport, et maintenant elle est très très développée. Maintenant elle est vraiment professionnelle, et on n'attend plus que de jouer dans un garage maintenant. Maintenant il y a vraiment une belle production, l'argent tourne, la visu est plutôt bonne, mais toujours moins
que les autres scènes comme League of Legends ou Counter-Strike par exemple, qui attirent beaucoup plus de joueurs habitués donc sur PC. Alexis, toi qui joues aussi un tout petit peu à d'autres jeux, comment tu ressens cet écart, même dans ton expérience de joueur? Bah, c'est vrai que moi j'ai pas mal joué à League of Legends, du coup, comme tu disais. Et c'est complètement différent. Genre, déjà, juste quand on voit les Worlds, donc les tournois de LoL, le mondial et tout, le budget est pas du tout le même. On sent que Riot aide. On sent que vraiment ils sont là pour amener... L'éditeur Riot. Ouais. Ils sont là vraiment pour pousser la commu finalement, ce que Smash n'a pas. Et ça se ressent dans les tournois, mais malgré ça, franchement, je trouve que il y a grâce à ce non-professionnalisme de Nintendo, il y a ce côté chaleureux et humain qu'on retrouve dans les tournois Smash, et c'est ça que moi perso j'aime. Est-ce qu'on peut dire que le e-sport, en tout cas pour Smash, ça a de l'avenir? Ça a complètement de l'avenir. Maintenant, en fait, on se professionnalise de plus en plus. Et donc ça, c'est bien. En fait, on arrive à obtenir une scène qui est vraiment professionnelle et qui attire en fait les gens. Et il faut savoir que, par exemple, au niveau des influenceurs, tout le monde joue à Smash. Vraiment, tout le monde joue à Smash. Donc, en fait, ça attire encore de nouvelles personnes. Mais on attend le prochain opus pour que ça grandisse encore. Pour finir, est-ce que tu peux nous dire un peu quelles sont les perspectives d'avenir pour Azora Corporation? Ouais, Azora, en fait, on a passé plusieurs paliers, plusieurs caps. Créer une équipe, se faire reconnaître, avoir des fans, créer nos premiers événements, exclu un peu en inside, mais on va développer, on est en train de développer une nouvelle application pour la scène Smash Bros. On va faire de nouveaux contenus, de nouvelles choses. Maintenant, là, on est en recherche active de sponsors pour passer un nouveau palier, le palier le plus dur, on va dire, là, devenir vraiment professionnel, pouvoir potentiellement en vivre. Donc là, en fait, on cherche sponsors, mécènes et partenaires pour développer cette équipe. Et elle se développe très bien, il y a une super entente. Pour moi, elle a vraiment un avenir radieux et je suis content d'être rentré chez eux il y a pile un an. Voilà. Joyeux anniversaire. Voilà. Merci. Merci beaucoup à tous les deux pour Merci cette super interview. On se retrouve très très vite sur les Reims Radio et sur Cannes les Reims TV. Voilà, écoutez, merci Camille pour cet entretien fort riche. J'espère effectivement que ça va générer un petit peu d'interaction auprès de nos auditeurs. Donc n'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux. Oui, bien sûr, nos réseaux. ICANN Off sur Instagram ou sur Twitter ou sur Facebook ou sur LinkedIn ou on est même sur TikTok. Donc n'hésitez pas à vous manifester et à nous faire part de vos commentaires. ICANN sur les Reims Radio. Tu veux de l'actu et bien plus encore? Turn it up. Tu es bien sur la fréquence cannoise 91.9. De retour dans ICANN, l'émission mensuelle du BTS Communication ICANN, précisément du même nom. On va tout de suite parler de festivités. Nous sommes au mois de mai. Et qu'est-ce qui se passe au mois de mai à Cannes? Il se passe. Attention, jingle. Attendez, le jingle. Voilà. Alors c'est quoi le Festival de Cannes? Parce que tout le monde en parle. C'est l'événement culturel médiatisé numéro 1 au monde. Rendez-vous compte? On est la capitale du monde pendant 10 jours. Ah bon? Le monde ne parle que de nous là. Vous n'en rendez même pas compte. De malade. Et ça dure depuis des années et des années. Alors vous allez nous parler, nous vulgariser un petit peu ce Festival de Cannes, parce que beaucoup de personnes connaissent de renom, mais ne connaissent pas forcément ce qui se passe pendant le Festival de Cannes. Donc vous êtes là pour nous éclairer. Allez, on vous écoute. Ça. Et oui, donc le Festival de Cannes est donc l'un des événements les plus prestigieux du monde, comme on disait, qui se déroule donc chaque année sur la Côte d'Azur française. Donc cette année, le festival a lieu donc du mardi 16 mai au 27 mai. Alors donc, personnellement, j'ai remarqué que trop peu de personnes ne savaient réellement donc ce qui se passait au Festival de Cannes, donc son déroulement. On va donc être votre guide aujourd'hui.
pour tout comprendre. Donc en fait, Cannes, c'est pas juste la montée des marches et le tapis rouge. Ah non, d'accord. C'est Ça, c'est presque un détail finalement à côté de tout ce qui se passe. C'est clair. Donc tout commence le 16 mai avec donc l'ouverture du festival. Cette année, son film donc, qui est hors compétition, c'est donc Jeanne du Barry, oui. de Maïwenn. Alors, Film ainsi tout français. d'abord. Oui. Ainsi tout d'abord, nous avons la compétition principale, la compétition officielle où des films concourent pour remporter la Palme d'Or, la récompense la plus prestigieuse du cinéma, du festival. Donnée par un jury, le jury de cette année présidé par le réalisateur Ruben Östlund, mais aussi composé de personnalités du cinéma de renommée internationale telles que Brie Larson, Denis Ménochet et Julia Ducournau. Ducournau qui a été palmé il y a 2 ans, si je ne me trompe pas, avec le film Titane qui avait fait polémique à l'époque. Le comité de sélection du festival choisit un ensemble de films à présenter. Ces films sont généralement divisés en différentes sections. Donc la compétition officielle. Après, on y retrouve donc aussi une compétition qui s'appelle donc Un certain regard. Oui. Avec donc, toujours au palais des festivals. Toujours, oui. Après, donc le film de clôture, donc il y a plein de films, on ne va pas tous vous les nommer, mais donc le film de clôture... Il y a une 20aine de films, je crois, en compétition. Il y en a énormément. énormément. Sachant qu'ils en reçoivent, je crois, autour de 4000 dans l'année. Et qu'en fait, ils reçoivent tellement de films à voir pendant l'année qu'ils ont tout un comité et que chacun se répartit un nombre de films à voir et qu'ils passent quasiment leur journée à voir des films, finalement, toute l'année. Oui. C'est incroyable. Le rêve. Donc voilà, ça c'était pour la compétition Un certain regard. La troisième... rapidement, puisqu'on est toujours sur le palais, vous savez aussi qu'il y a des séances et des films qui sont présentés donc toujours en avant-première mondiale, c'est logique, mais il y a aussi des films qui ne concourent pas à la Palme d'Or. Non, vous avez ce qu'on appelle des séances spéciales, vous avez des séances de minuit, vous avez... voilà. Comme Top Gun l'année dernière. Tout à fait. Donc la troisième catégorie est la quinzaine des réalisateurs. On y retrouve... qui a été renommée cette année quinzaine des cinéastes, puisqu'ils incluent également des documentaristes, donc ça n'est plus que de la fiction. Oui. La dernière catégorie, c'est la semaine de la critique. On y retrouve aussi de nombreux films. Alors tous ces films sélectionnés sont projetés dans des salles de cinéma spéciales à Cannes. Les projections sont ouvertes à différents publics, tels que le membre de l'industrie cinématographique, les médias, les professionnels du cinéma et le grand public. Voilà. Mais tout est sur invitation ou sur badge. C'est ça. Donc vous ne pouvez pas rentrer au palais des festivals, en clair, si vous n'avez pas une invitation ou une accréditation. Exactement. Alors vous avez parlé des sélections, il y a d'autres sélections encore moins connues, mais qui existent également au Festival de Cannes. Vous avez par exemple le cinéma des Antipodes, donc consacré à des films qui ne seront pour la plupart jamais édités en DVD ou visibles sur le sol français ou européen, donc qui ont été faits en Nouvelle-Zélande ou en Australie par exemple. Vous avez aussi la compétition Acide, donc avec des films réalisés par des cinéastes indépendants, donc qui ne passent pas par des grosses firmes par exemple. Et puis vous avez des petites sélections, et puis vous avez aussi les projections de la plage. Pour le grand public, parce que pour les gens qui ne sont pas accrédités, effectivement, tous les soirs, enfin, s'il pleut pas. Il y a énormément de monde d'ailleurs, tous les ans. Exactement, et de plus en plus même. Et vous avez donc des séances spéciales avec des films du patrimoine, mais aussi des films remasterisés. Enfin, il y a de tout, pour tous les publics précisément. Donc, c'est très convivial. J'y ai déjà participé. Alors, quand il fait un peu froid, vous avez pour les premiers arrivés des chaises longues, des transats avec les plaids pour pas avoir froid. Non, c'est très chouette. Oui, c'est vrai. Voilà. Et parfois, vous avez des exclus. Hein. J'avais assisté il y a 4-5 ans, je sais plus, à la projection de La Cité de la Peur, des Nuls, qui avait été tournée en partie à Cannes, en présence de Alain Chabat et Gérard Darmon, qui, au moment de la scène de la Carioca, l'ont dansé sur scène devant l'écran, à la surprise de tout le monde. Ah, je savais pas. Ouais. Voilà. Vous savez tout. Et du coup, donc en parallèle, on voulait parler aussi le marché donc, du film qui se tient donc aussi à Cannes. Très important ça. Et oui, qui est un marché donc professionnel où les producteurs, les distributeurs, les agents et les cinéastes se réunissent donc pour acheter, vendre et pour promouvoir des films. Du coup, on parlait un peu de La Cité de la Peur. Si vous regardez La Cité de la Peur, vous avez un peu un aperçu de ce qui se passe. Et du coup, le meilleur pour la fin, c'est l'un des aspects donc, les plus emblématiques du festival. C'est le fameux tapis rouge où les célébrités donc, du cinéma défilent lors des projections officielles. C'est également donc, un événement médiatique où les tenues des stars sont scrutées et commentées.
Tout à fait. Et une petite anecdote, durant le Festival de Cannes, il y a certaines choses dont on n'a pas le droit, comme porter des baskets sur le tapis rouge, que ce soit homme ou femme, prendre des photos avec votre téléphone lorsque vous êtes sur le tapis rouge. Des selfies. Surtout des selfies, Frémaux mais est très à cheval même quand là-dessus. on m'a reprise... Ah, photo aussi j'ai pas le droit. D'accord. Non, on n'avait pas du tout le droit de sortir le téléphone sur le tapis rouge. D'accord. Et ensuite, il faut respecter les codes vestimentaires. Par exemple, les hommes, ils doivent porter principalement des costumes. Et Smoking. les femmes... Smoking. Smoking. Ah oui, avec une pape. Oui, c'est ça. Vous faites recaler, mais c'est vrai. Hein. Oui. Oh, bah, il y a quelques années, je m'étais faite recaler parce que j'étais en sandales. Ah bah oui. Voilà. C'est du glamour, hein. C'est ça. Il faut souffrir pour être belle. Oui. Et voilà. Très bien. On n'a pas parlé également de quelque chose de très intéressant pour les cinéphiles, c'est la sélection Cannes Classique. Oh. Et j'ai vu d'ailleurs que beaucoup des films de Cannes Classique sont projetés cette année au cinéma de la plage. Voilà, donc c'est des vieux films, entre guillemets, connus ou moins connus, qui sont projetés en version donc remasterisée. Et c'est une vraie sélection maintenant. Avant, c'était un petit peu, entre guillemets, anecdotique, c'était les petits événements. Maintenant, c'est une vraie sélection parallèle. Alors, il n'y a pas de prix qui est décerné, puisque ce sont des films qui ont déjà... qui sont un peu datés, mais ça permet parfois de rencontrer les artistes, les réalisateurs, etc. Donc allez-y, Cannes Classique, même ne serait-ce que pour vous forger votre culture. D'accord, bah, j'irai. Voilà. Merci beaucoup, mesdemoiselles. On reste sur la Côte d'Azur, donc on parlait de festivals. Eh bien, on enchaîne avec les autres festivals à ne pas manquer cet été, puisque l'été arrive, hein. On est au printemps, mais dès le mois prochain, c'est l'été. Donc, bonjour Emma, bonjour Mathilde. Bonjour. Vous allez nous parler des bons plans, des rendez-vous immanquables cet été sur la Côte d'Azur. Alors là, je suis tout oui. Donc nous, on parlera essentiellement de festivals de musique. Donc aujourd'hui, nous vous emmenons sur la Côte d'Azur pour vous faire découvrir les festivals de musique les plus envoûtants de l'été. Si vous cherchez à profiter des rythmes électrisants et des soirées mémorables sous les étoiles, vous êtes au bon endroit. La Côte d'Azur offre une variété de festivals de musique tout au long de l'été, qui attirent des milliers de visiteurs venus du monde entier. Des événements électroniques légendaires comme les plages électro à Cannes, en passant par le festival de musique très populaire du Delta à Marseille, nous allons voir que la Côte d'Azur a quelque chose à offrir pour tous les goûts musicaux. Donc premièrement, il y a le crossover qui se déroulera cette année du 29 au 31 au Théâtre de Verdure à Nice. Vous pourrez écouter différents styles de musique en passant par le rap et l'électro. La première journée sera totalement composée de rappeurs. Il y aura Dinos, Gino Eve et Franglish où vous pourrez écouter tous leurs meilleurs sons. Le 30 août, vous pourrez écouter les fameux rappeurs et une rappeuse, Meryl, Chacola et Zola. Ce sera encore une journée où vous pourrez écouter et danser sous le soleil de Nice. Et enfin, cette dernière journée, vous pourrez écouter 3 DJ de renom qui seront Orax Orchestra, Feder et Nathalie Duchesne. Alors d'un autre côté, nous avons le festival du Delta, donc situé à Marseille. Ce festival aura lieu du 23 au 27 août prochain sur les plages de Marseille. Depuis 7 années maintenant, le Delta Festival est attendu chaque année. 5 jours à vivre sur le thème des rêves, les 250 artistes du festival feront vibrer la plage du Prado pendant plus de 70 heures de son. Des activités sont attendues comme un espace de body painting, un espace de tatouage, de création d'accessoires, etc. Les plages électro se dérouleront le 4, 5 et 6 août au boulevard de la Croisette à Cannes. Depuis 2006, le festival devient une référence en termes de festival électronique. Depuis quelques années, le festival donne aussi place aux musiques urbaines. Plus de 90 artistes internationaux vous attendent cette année. C'est un rendez-vous immanquable sur la Côte d'Azur. Ensuite, il y a le Mars Attack, lui aussi situé à Marseille, mais cette fois-ci au parc Borély. Le festival aura lieu le 16, 17 et 18 juin prochain. Créé à Marseille depuis plus de 20 ans, ce festival de musique regroupe principalement le genre urbain et électronique. Ils réussissent à regrouper chaque année des milliers de festivaliers et l'année dernière, pour l'édition de 2022, le festival a réuni plus de 40 000 festivaliers. Et enfin, petite dédicace à Servane, le festival de la Baronne qui ouvrira ses portes le 24 juin prochain de midi à 2h du matin sur la plage Bambouza à Fréjus, organisé par l'agence Wow. Son plus grand souhait est de vous faire découvrir, rêver et vivre des moments inoubliables. DJ de renom, danseurs, perforateurs, artistes circassiens feront Perforateurs, ils ont des perceuses ? Performeurs, artistes circassiens feront vivre votre soirée. Le festival de la Baronne vous réserve bien d'autres surprises, alors n'hésitez pas à venir découvrir leur univers. Pour conclure, ces festivals de musique sont bien plus que des simples événements. Ce sont des rendez-vous uniques et immanquables où la musique transcende les frontières, les genres et les différences pour rassembler des milliers de personnes dans une célébration commune.
Merci beaucoup les filles. On enchaîne sans plus tarder avec un autre événement. Sinon, ça n'arrête pas en ce moment la Côte d'Azur. Hein. Un autre événement qui se déroule pas très loin d'ici finalement. Hein. On était à Cannes, on va juste parcourir quelques kilomètres. On va se retrouver du côté du Rocher Monégasque à Monaco pour un petit événement tout petit qui va arriver. Bonjour Stéphanie. Bonjour Julien. Un événement de rien du tout. Bonjour Pauline. Rebonjour. Alors là, on va parler de... Ah, attention, un petit bruit qui arrive. Quel bruit! Alors, je pense que vous avez compris, nous allons nous plonger dans l'univers palpitant du sport automobile et explorer l'un des événements les plus prestigieux du calendrier. Bien évidemment, on parle du Grand Prix de Monaco. De Formule 1, bien sûr. De Formule 1. Oui, parce qu'il y a plusieurs Grands Prix de Monaco. Il y a le Grand Prix de Formula I qui s'est déroulé il y a quelques semaines. Donc il faut préciser le Grand Prix de Monaco de Formule 1. De la même façon que quand on dit Festival de Cannes, on dit Festival international du film de Cannes. Je vais y arriver, merci. Donc le Grand Prix de Formule 1 de Monaco est bien plus qu'une simple course automobile. C'est une institution, une légende de la Formule 1. Son histoire remonte donc à 1929, lorsque les rues sinueuses de la Principauté ont accueilli pour la première fois cet événement exceptionnel. Depuis, les pilotes les plus talentueux se sont succédés sur le célèbre circuit monégasque. Alors, le tracé du Grand Prix de Monaco, il est unique. Pourquoi ? Parce qu'il est niché entre les buildings et les yachts luxueux du port de Monaco. Il s'étend sur un peu plus de 3 km et donc c'est un circuit court. Hein. Il est célèbre pour ses virages étroits, ses tunnels sombres et ses lignes droites courtes. Demande une concentration extrême et une maîtrise parfaite de la part des pilotes. C'est un véritable défi technique où chaque erreur peut coûter cher. Au fil des décennies, le Grand Prix de Monaco a été le théâtre de moments inoubliables. Effectivement, Pauline, tu as raison, c'est un véritable terrain de jeu pour les pilotes de F1, où se sont déroulées des batailles épiques, des accidents spectaculaires et des exploits mémorables. Bah oui, par exemple, l'une des rivalités les plus légendaires de l'histoire de la Formule 1 s'est jouée entre Ayrton Senna et Alain Prost. Leur rivalité culmina en 1988 lorsque Senna força Prost à abandonner lors d'une manœuvre audacieuse dans le célèbre virage de la piscine. Le duel donc entre ces deux titans est resté dans les mémoires, symbolisant la passion, l'engagement et la compétition automobile. Le Grand Prix de Monaco est également synonyme d'exploits incroyables. Certains pilotes ont réussi à dompter le circuit monégasque avec une maîtrise exceptionnelle. Je pense particulièrement à Graham Hill, connu sous le nom de Monsieur Monaco, qui a remporté cette course emblématique à 5 reprises. Bien évidemment, il a égalé le record d'une autre légende, celle de Michael Schumacher. Mais la palme des victoires revient quand même à Senna, avec évidemment. victoires en 1987, 89 et de 90 à 93. Mais le Grand Prix de Monaco ne se limite pas à une compétition automobile. C'est également un événement majeur sur le plan publicitaire et bien évidemment touristique. Les marques les plus prestigieuses se bousculent pour être associées à cette course mythique. Les yachts dans le port de Monaco se parent de leurs plus beaux atouts et les célébrités du monde entier se pressent dans les tribunes pour assister à cet événement de renommée mondiale. Et l'une des marques les plus emblématiques présentes lors du Grand Prix de Monaco est évidemment Rolex. En tant que partenaire officiel, Rolex bénéficie d'une visibilité exceptionnelle sur donc, la ligne de départ et d'arrivée. Cette association entre le luxe et la précision des montres Rolex et l'élégance du Grand Prix de Monaco est un exemple de la puissance publicitaire de cet événement. Oui, et puis c'est une très très belle association. Ensuite, on a une marque qui a profité de la renommée du Grand Prix pendant des années, et c'était jusqu'en 2021, bien évidemment. Je pense au champagne Mumm. Cette marque de champagne de luxe a été le partenaire officiel des célébrations sur le podium. En fait, à chaque victoire, les pilotes s'aspergeaient de champagne Mumm, créant ainsi des images iconiques de joie et de célébration. Donc très profitable pour la marque Mumm. Cela a permis de se positionner comme le choix des champions et à renforcer son image de marque associée à la victoire et à les célébrations.
Après, donc, en dehors du circuit lui-même, le Grand Prix de Monaco est également l'occasion pour les entreprises de mettre en place des opérations de marketing et de relations publiques avec donc, des soirées, des événements. Cela permet aussi aux entreprises d'interagir avec les célébrités, les pilotes et les décideurs influents, renforçant ainsi donc, leur réseau professionnel et leur visibilité médiatique. Et tout à fait. En plus de son aspect publicitaire, le Grand Prix de Monaco offre également aux spectateurs une expérience unique. Les rues de la Principauté se transforment en un véritable théâtre de la vitesse où l'ambiance électrique et l'excitation sont palpables. Les fans peuvent admirer de près les voitures les plus rapides du monde tout en profitant du cadre idyllique offert par la Côte d'Azur. Alors, si vous avez l'occasion de vous rendre à Monaco lors du Grand Prix, n'hésitez pas à saisir cette opportunité pour une expérience inoubliable. Merci beaucoup Pauline, et j'en profite pour remercier bien évidemment mes filles, mes amis, mes élèves aussi, qui l'année dernière m'ont offert ce Grand Prix. Ouais, tu t'es placé où d'ailleurs? Ah, je ne te le dirai pas. Je peux le dire? Vas-y. Au niveau de la piscine, donc c'est un des virages les plus emblématiques évidemment. Et je ne sais pas qui avait choisi ces places, mais elles étaient exceptionnelles. Donc si vous avez l'occasion, je rejoins vraiment Pauline à saisir vraiment. Hi. Tu veux de l'actu Made in Cannes? Culture, loisirs, sport et bien plus encore. C'est sur l'Erins Radio avec l'émission Hi Cannes sur le 91. Et en DAB+, sur tout le littoral. Et de retour sur les ondes de l'Erins Radio pour la dernière partie de Hi Cannes, émission de mai. Rebonjour Lola, rebonjour Pauline et bonjour Servane. Bonjour monsieur. Bien entouré Servane. Oui, comme équipe de choc. Alors c'est l'avant-dernière rubrique déjà de cette émission. On va parler d'écologie et de sécheresse. Et oui, parce que nous sommes sur la Côte d'Azur. C'est très important. Et oui. Et donc avec l'été approchant et les chaleurs qui vont aller croissantes, il va falloir nous adapter pour ne pas trop consommer et gaspiller d'eau. Et vous avez donc des choses à nous dire à ce sujet. Conseil. Alors si je vous dis vacances, vous pensez à quoi? Le Sud. Ouais, le Sud, c'est ça. C'est normal, le Sud a su mettre à profit sa belle mer Méditerranée qui constitue son prestige. Cependant, notre belle Provence-Alpes-Côte d'Azur est régulièrement touchée par des épisodes de sécheresse, en particulier pendant les périodes estivales. Il faut donc bien comprendre toutes les préventions et faire attention lorsque l'on vit là-bas. Ces dernières années, la région a connu des épisodes de sécheresse particulièrement sévères, qui ont eu des conséquences importantes sur l'agriculture, l'environnement et la vie quotidienne des habitants. En 2020, la préfecture des Alpes-Maritimes a ainsi déclaré l'état de catastrophe naturelle en raison de la sécheresse et des mouvements de terrain qui ont résulté. La sécheresse est un problème récurrent dans certaines régions du sud de la France. Voici donc quelques conseils pour faire face à cela. Donc, par exemple, vous pouvez donc adopter des attitudes qui permettent de réduire votre consommation d'eau. Donc par exemple, limiter les douches longues, fermer les robinets lorsque vous ne les utilisez pas, ce genre de choses. Il faudrait aussi installer un système de collecte d'eau de pluie pour arroser votre jardin ou vos plantes en période de sécheresse. Cela permet d'économiser l'eau potable et de réduire la pression sur les ressources en eau locale. Donc par exemple, vous pouvez opter pour des plantes qui nécessitent moins d'eau et qui sont donc adaptées aux conditions de sécheresse de la région. Après, sinon, vous pouvez aussi utiliser du paillage organique, comme de l'écorce ou des copeaux de bois autour de vos plantes et dans vos jardins. Cela permet donc de réduire l'évaporation de l'eau du sol et donc de maintenir l'humidité et de protéger les racines de vos plantes. Et si vous avez la chance d'avoir une maison, vous pouvez arroser votre jardin. Mais faites-le tôt le matin ou en fin de journée pour éviter l'évaporation excessive due à la chaleur et évitez aussi d'arroser les surfaces non nécessaires comme les allées ou bien les trottoirs. Et donc, utilisez l'eau provenant de votre lave-linge, si vous en avez, de votre douche ou votre bain pour arroser vos plantes. Et oui, c'est peut-être un peu loufoque ou bizarre, mais c'est souvent pratique pour arroser vos plantes. Et placez des seaux ou des récipients sous les gouttières pour récupérer l'eau de votre pluie. Voilà. Petit conseil. Oui. Informez vos proches, vos voisins ou votre communauté sur l'importance de la préservation de l'eau et encouragez-les à adopter des pratiques économes en eau. Après aussi, comme disait Servane, vous pouvez, lorsque par exemple, en été ça se présente pas trop, mais quand vous chauffez votre eau, vous pouvez récupérer l'eau qui est en train donc, de chauffer pour arroser justement les plantes et ce genre de choses. Stéphanie va dire quelque chose.
Oui, en fait, c'est quand on allume l'eau chaude met toujours du temps à arriver. Oui. Cette eau, finalement, elle est perdue. C'est vrai. Donc il suffit juste de mettre un récipient et on utilise cette eau pour aller arroser le jardin. Pas mal Mais aussi. qu'est-ce que c'est malin. Mais franchement, Malin, ça change la très vie bien. en fait. Et oui, mais c'est des petites habitudes comme ça Tout qui bête, aident beaucoup. mais c'est hein. vrai. Donc voilà, donc en adoptant ces conseils. Sinon après il y a la technique à l'ancienne, se laver à l'eau froide. Ah bah Comme ça, ah bah ça réveille, hein, monsieur. hein. comme ça, Ah oui. on gaspille pas l'eau du Oui. début et en plus de ça on reste moins longtemps parce que c'est moins agréable. Effectivement. Ah bah, la douche elle est Ah rapide. oui, c'est vrai. Bon, allez, alors celle-là, je Je te me la lave laisse souvent pour le réduire matin. la facture d'eau. Donc voilà, c'était tout pour ces petits conseils. Et en faisant preuve de responsabilité dans votre consommation d'eau, vous pouvez contribuer à atténuer les effets de la sécheresse de la région sud de la France. Et pas que hein, d'ailleurs, hein, parce que Oui, y a c'est des vrai, auditeurs pas qui que. nous écoutent en dehors du sud de la France et qui peuvent faire la même chose. Voilà. Donc Tout le monde est écoutez nos petits concerné. conseils. Absolument. Merci à vous. Merci beaucoup. On va enchaîner avec la dernière séquence de cette émission, une séquence attendue par certains de nos Oui. auditeurs. C'est la séquence Actu. Alors, vous êtes des étudiants en communication. Vous faites, dans le cadre de vos activités, pas mal de veille. Hein, c'est-à-dire que vous êtes à l'affût de l'information, de tout ce qui se passe, des nouvelles tendances, etc. Mais est-ce que vous êtes vraiment au fait de tout ce qui se passe, et notamment de l'actualité un peu insolite? Insolite. Insolite. C'est-à-dire. Ah ben, c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, j'ai besoin d'un arbitre. Stéphanie se propose, très bien. Alors, on va avoir deux équipes. Alors, non, c'est pas d'équipe. C'est chacun pour soi. Trois équipes. Ah, trois équipes carrément. 1, 2, 3. Ouais. Allez, 1, 2, 3. nickel. allez, 1, 2, 3. Donc, l'équipe de Lola et Emma, l'équipe de Servane et Mathilde, Ouais. c'est ça. Et l'équipe Pauline, Loïs et Anthony. C'est ça. Allez, Check le boss. Chaud patate. tout le monde est prêt? On rappelle juste peut-être la règle. Alors, la règle, oui. Stéphanie, en bon arbitre. Alors, en bon arbitre que je suis, vous levez la main, d'accord? D'accord, Et madame. c'est Monsieur Bonfanti qui dit qui peut répondre. C'est ça. N'est-ce pas, Mathilde? Et on parle en face du micro. Voilà, Mathilde. et si la bonne réponse est donnée, Oui. le point est accordé. Voilà. Sinon, ce sont les deux autres équipes qui peuvent répondre, et uniquement les deux autres. On ne peut pas reprendre la parole directement. Merci. Très bien, c'est parfait. Allez, on y va? Chaud patate. Attention, et on ne triche pas avec son Allez, téléphone ou avec sa tablette. On pose tout. Première affirmation, elle est facile. La chanteuse Lazara, qui représentait la France lors de l'Eurovision, a adressé un geste de remerciement en découvrant les points votés par le public, donc qui n'étaient C'est pas en Emma. sa faveur, suscitant un buzz sur les réseaux sociaux. Info ou intox? Emma, Info. en micro. Info. Est-ce que tout le monde est d'accord? Je suis pas Oui. sûr. Ouais. C'était un geste de remerciement qu'elle a adressé? Intox. Non. Intox. Ah, Moi alors? je dirais non. Ah, donc vous n'avez pas vu ce qu'elle a fait? Non, j'ai pas vu. Ah, ouais. Ah, alors c'est quoi, Intox. Anthony? Micro. C'est un doigt d'honneur. C'est un doigt d'onneur, effectivement, qu'elle a fait face caméra quand tu lui as C'est pas montré vrai. les votes du public qui lui J'ai étaient pas bien vu. favorables. Ah, j'ai raté ça. Eh oui. Et ça fait le buzz sur les réseaux, justement. Ah ouais. C'est Anthony qui a le point. Et c'est pour la France. Elle représente la France. Elle a représenté la France. Alors qu'elle est canadienne, Non, on je l'a crois. dit avant avec. Ah bon. Mais j'ai vraiment dit info, mais. Mais c'est pas une info, justement. C'est une intox. C'est une intox. Parce qu'il a dit geste de Ah, la remerciement. blonde. Un doigt d'honneur n'est pas un geste de Et remerciement, oui, Emma. Emma. À part quand tu conduis. Vous avez dit qu'elle a fait. Un buzz. Eh oui. C'est pas grave, Faut ça bien compte pour du écouter les beurre, on compte questions. rien. C'est pas grave. Allez, deuxième affirmation. Un homme aux États-Unis a fabriqué un moteur de moto qui fonctionne à la bière. Info ou intox? Info. Info. Oui. Alors, c'est une info, effectivement. C'est une idée qui lui est venue à la suite de l'augmentation du prix de l'essence, Ah bon? qui est désormais plus élevé que celui de la bière. Donc, c'est plus économique de C'est pas rouler à la vrai. bière qu'à l'essence aux États-Unis aujourd'hui. Comme en France. Carrément. Oh, Mon d'accord. père, il va le faire. hein. Mon père aussi, il est chaud. Il est chaud. Stéphanie, un commentaire. Eh ben, moi, je trouve ça super bien. On peut rester dans sa voiture pour prendre l'apéro. Ah ouais, ça, Franchement, c'est cool. quel progrès. Ouais, Franchement. sauf que ça Elle fait un va peu être du bourrée, gaspillage. la Toi qui aimes la bière, Alors, justement. Pas de gaspillage. Par contre, on reste dans sa voiture et on attend bien évidemment. Après, on dort dans sa voiture avant de conduire, hein, bien Ah bah oui, évidemment. c'est important. On est tous d'accord là-dessus. On est d'accord. Pas une voiture. Il faudra faire souffler la voiture du coup avant de C'est partir. drôle, en moto. Allez, troisième affirmation. Un tableau bleu. Alors j'allais dire monochrome, mais pas complètement monochrome, donc tout bleu avec un trait blanc au milieu, a été vendu pour la modique somme de 43,8 millions d'euros. Info ou intox, Servane? Moi je dis info parce que les gens ils sont fous maintenant. Eh bien effectivement, c'est une info. Ouais, oui. Waouh, C'est je un suis tableau trop qui a été fort. réalisé par le peintre Bernett Newman, qui est décédé serré. en 1970. Et la vente s'est faite aux enchères aux Il a États-Unis. serré.
Petit point sur les scores, une égalité parfaite entre nos 3 équipes. Allez, on continue. La pression monte. 4e affirmation. Alors ça, c'est peut-être plutôt les filles qui vont vers la réponse. On ne sait pas. Complexée par sa taille, une influenceuse a fait raccourcir ses jambes de 10 cm. Il y a moyen. C'est faux. Moi, je dis. Faux. Moi, je dis info. Moi, je dis info. Info. Les gens s'en foutent. Info. Info. Et vous, donc, c'est faux? Oui, intox. Intox. Eh bien, effectivement, c'est une intox. Voilà. C'est une influenceuse allemande, donc Theresia Fischer, qui n'a pas fait raccourcir, mais rallonger ses jambes de 14 cm. Mais non. Complexée par sa taille. On peut faire ça. Bah, apparemment. C'est le mec balayette, je suis morte. Allez, on continue. Plus près de nous, près de 500 personnes ont fait la queue en pleine nuit, en plein cœur de Nice. Info, intox. Et je n'ai pas fini. Et si info, pourquoi? Je sais ce que c'est. La queue pour acheter le nouveau Zelda. Très bien, non, bravo. je vais le dire, je savais. Moi, je sais. Micromania, ils ont ouvert les portes tard dans la nuit, à sur minuit, l'avenue je Jean crois. Médecin, exactement. C'était ouf. Vous êtes des foufous, les gens, quand même. Hein. C'est ça. Vous êtes On va des plus attendre foufous. le matin. Moi, je m'en fous. Vous êtes fan de Zelda. T'es fan, toi? Oh, purée, ils sont... On continue. Nouvelle affirmation. Donc, Carnet Rose, l'acteur Robert De Niro vient d'être grand-père pour la 7e fois. Info ou intox? Info. Oui. Ça y est. Info. Info. Eh ben non, c'est une intox. Il n'est pas grand-père, mais père pour la 7e fois, à 79 ans. Ah bon? Eh oui. Par contre, on ignore qui est la mère. Il est chaud lapin, Il a fait des J'imagine qu'elle n'a pas choses 79 ans. Oh, c'est pas vrai. Les papas. Alors, pas autre d'âge, annonce, j'en profite, vous avez peut-être appris aussi que l'actrice Virginie Efira est également enceinte à 46 ans. Oui. Eh Ah, oui. ça, je sais pas. Voilà. Son petit César. On Son fils continue. César ou le César? Donc pas de point là. Hein. Il sera bientôt possible de passer des appels audio et vidéo depuis son compte Twitter. Info ou intox? Moi, je dirais info. Intox? Moi, je dis info. Info. Eh bien, c'est une info, oui. Ouais, Anthony, t'es trop nul. Anthony, t'es trop nul. C'est un souhait, alors je précise, hein, c'est un souhait émis par Elon Musk qui ambitionne de faire du réseau social une application à tout faire. Ah bah carrément. On pourra ainsi parler à des gens n'importe où dans le monde sans leur donner son numéro de téléphone. Ah ouais? Voilà. C'est drôle ça. Eh oui. Donc bientôt à venir. Bah dis donc. A l'inverse, vous savez aussi que le réseau LinkedIn va fermer en Chine. Ah bon? Eh oui. Oh. Pour Ah, mince. concurrence Donc, c'est pas en France, déloyale. moi, ça va. Ah mince. Voilà. Alors une question pour Stéphanie, mais aussi pour les autres. Le champion de Formule 1 Lewis Hamilton investit dans une chaîne de restauration rapide vegan. Info ou intox? Info. Moi, je dis Intox. intox. Je suis pas au courant. Donc. Info. Et c'est une info. Allez, c'est une bim, info. dans vos dents, vous êtes Et trop voilà. En plus, c'est nuls. vegan, elle aurait pu le savoir. Alors elle, comment quand s'appelle même. la chaîne, Stéphanie? Alors la chaîne s'appelle Neat Burger, en français Burger Chic. Elle a ouvert J'en ai jamais entendu parler. le 2 septembre 2019 à Londres, mais 13 autres restaurants vont suivre en Grande-Bretagne et aux Londres. États-Unis en 2025 aux États-Unis, ainsi qu'une centaine d'autres dans le monde par la suite. Donc c'est pas pour tout de suite. Bah dis donc. La chaîne va proposer majoritairement des burgers vegan composés de steak au pois Stylé. et de Moi, j'adore, hein. fromage, De fromage. donc de Pas fromage sans fromage, lait. c'est fromage. Alors le fromage, vous en trouvez dans tous les supermarchés. hein. Ah bon? Voilà. Jamais vu. Ah bon? Eh ben oui. Et à noter également, pour être tout à fait complet, que ce n'est pas le premier sportif ou la première personnalité à se lancer dans ce genre d'activité, puisque Novak Djokovic a ouvert son restaurant vegan à Monaco. Oh, je veux y aller. Et Jessica y aller. Chastain investit dans son On va y aller. impossible burger. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup d'émules par rapport à ces activités. On en est où, Stéphanie, dans les scores? On est sur Alors, l'équipe de Lola, 3 points. L'équipe de Pauline, 2 points. L'équipe de Servane, 1 point. aïe. Allez, encore 2 questions et un bonus. Allez hop. On reste dans le sport et on reste dans la Formule 1. La Formule 1 propose de vivre des grands prix grâce à une croisière. Info ou intox? Intox. Intox. Info. Info, absolument. Allez. Donc ce sera pas pour tout de suite, mais c'est à partir de la fin de l'année. Donc au dernier Grand Prix à Abu Dhabi, un paquebot dédié et qui va se généraliser en 2024. Donc dans le cadre d'un accord avec la Formule 1, MSC Croisière va carrément. positionner des navires à quai tout au long de certains avait week-ends coulé. de Grand Prix, donc au bord de la mer, on imagine, pour offrir une expérience d'hospitalité unique du circuit au navire. Ah bon, c'est drôle ça. Voilà. L'empreinte écologique. Vous êtes cher le billet quand même. hein. Oui, voilà. C'est pour les riches, ça passe. Ouais, c'est vrai.
Allez, dernière. C'est bien Monaco. Le président chilien, le président de la République chilienne, s'est coincé dans un toboggan pour enfants lors d'une promenade avec sa femme qu'il a voulu épater. Info ou intox? Info. Info. Intox. Intox. Moi, je dirais info. Et info, effectivement, il y a une vidéo qui drôle. circule sur Twitter où vous voyez le président chilien qui est dans un toboggan qu'il n'arrive pas à se sortir. Voilà. Oui, Stéphanie, un commentaire? Absolument pas. Allez, un dernier pour départager tout le monde. Alors, le dernier, attention, on fait 4 pour Lola, 2 Servane, 2 Pauline. Donc, alors, moi, je propose vraiment vous, allez-y. Chaud patate. Allez. Doucement. Alors, c'est pas un fond intox, c'est une devinette. Quel est le jeu vidéo le plus cher de tous les temps? Tous les temps. Ouais. Oh, Anthony. Oh là là. Alors, je crois que c'est Train Simulator. Non. Moi, je dis Call of Duty. Non. C'est pas GTA? Ah, bien. Ah, C'est GTA 6. mon jeu préféré, j'ai trop hâte qu'il Plus sorte. entre 1 et 2 milliards de dollars C'est pas vrai. investis par Rockstar Games. Absolument. Eh bah, tu Source J'ai trop hâte d'y jouer. d'Exerto, pardon, C'est le Gaming. coût de production, monsieur. hein. Attention, hein, c'est pas le Ah, cher de tous les temps. voilà. Ah non, pas à l'achat, oui, à l'investissement, à la création. Bah oui. Ah oui, parce que du coup, moi j'ai compris autrement. Ah, Ouais. il est malin, il est malin. Alors, ils sont tous très malins. On va regarder les scores, mais franchement, bravo, parce que finalement, vous avez répondu à toutes les questions. C'est vrai. Donc, vraiment, on vous félicite. On est très, très fiers de vous. Vous êtes de bons étudiants de com, c'est bon, on peut vous garder. Et ouais. Allez, on donne quand même les résultats. Allez. Équipe de Lola et Emma, bien évidemment. On vous félicite, le suivi de Servane et Mathilde. Et enfin, Anthony, Pauline et Loïs. Et bravo à tous. Eh bien, c'était la fin de cette émission de ICANN, édition de mai. On se retrouve le mois prochain, ça va arriver très vite. Allez, on vous souhaite une très belle journée. Au revoir. Et puis on vous dit à très vite. Hi, l'actu Made in Cannes. ICANN, tous les mois sur les Reims Radio Côte d'Azur.